Un des ressorts premiers du roman, c'est bien l'amitié entre D'Artagnan et ses trois camarades, Athos, Porthos et Aramis. Ils ont existé et ils servaient dans la compagnie des mousquetaires au cours des mêmes années que D'Artagnan. Athos, le plus mystérieux des mousquetaires, son vrai nom, Armand de Silègue d'Athos d'Hauteville. Il entre dans la compagnie des mousquetaires, il doit avoir une vingtaine d'années. Il a une très courte carrière et on a ramassé son cadavre sur le pré aux Clercs, qui était en fait le lieu où avaient lieu les duels à Paris, très peu de temps après qu'ils soient rentrés aux mousquetaires. Ça n'a rien à voir avec le gentilhomme un peu ténébreux que met en scène Dumas. Il est enterré à Saint-Sulpice, qui est la paroisse des mousquetaires. Porthos, lui, on a la chance d'avoir son acte de baptême. Il s'appelle Isaac de Porto. Isaac veut dire qu'il est sans doute protestant, puisque les protestants donnaient souvent des noms bibliques à leurs enfants. Il a une petite carrière chez les mousquetaires et puis ensuite il rentre dans son pays. Il va avoir une charge s'occupant du magasin des poudres dans une petite cité fortifiée du Béarn qui s'appelle Navarinx. Et Navarinx aura pendant de nombreuses années comme gouverneur Paul de Baz de Castelmore, le frère aîné de D'Artagnan. Aramis correspond à un certain Henri d'Aramitz qui n'avait pas forcément une vocation religieuse comme Dumas le raconte. Sa famille, c'était des abbés laïcs. C'est une particularité du Béarn, en fait, de posséder une abbaye sans être ecclésiastique pour autant. Si Dumas en a fait l'ecclésiastique de la bande, c'est tout simplement à cause de ça. Tous les trois sont donc des personnages dont l'existence est attestée, tout comme D'Artagnan. D'Artagnan, c'est un personnage historique. Il a réellement existé, hein. C'est Charles de Bas de Castelmore. Qui est un gentilhomme gascon, entré tout jeune au régiment des gardes françaises, puis dans la compagnie des mousquetaires. Et c'est vers 1632 qu'il a quitté sa Gascogne natale pour monter à Paris, monter à la capitale et se mettre au service du roi Louis XIII. Alors on ne sait pas très bien quand D'Artagnan est entré dans les mousquetaires. On sait qu'il y est en 1633, on ne sait pas depuis quand et on ne sait pas jusqu'à quand. Mais la première mention historique de D'Artagnan, c'est 1633. D'Artagnan est le neveu d'un officier mort au combat en 1628, lors du siège de La Rochelle, une bataille où Tréville lui-même est blessé. Il est probable que D'Artagnan ait rencontré Tréville en montant à Paris. Ces personnages, ils avaient quand même effectivement une fonction importante dans la compagnie des mousquetaires. Par exemple, Aramis et Athos, eh bien, ils étaient cousins de Tréville. Et Porthos, c'était un beau-frère de Tréville. On sait aussi que D'Artagnan fait les campagnes militaires des années 1640, au moins dans la garde royale. Dans ces mêmes années, on sait que Aramis sert dans les mousquetaires, tout comme Porthos et Athos. Il y a des années où ils ont été ensemble dans la compagnie. Comme il y avait une centaine d'hommes, bon, c'était quand même pas très nombreux, certainement ils se sont rencontrés et ils ont peut-être sympathisé. Impossible de savoir s'ils étaient amis, mais il est probable qu'ils se connaissaient. On est sûr qu'Athos, Porthos et Aramis ne sont plus dans les mousquetaires après 1645. Leur participation dans les affaires d'État est donc quasi nulle, surtout à cette époque où Louis XIII s'en sert surtout pour les affaires militaires. Louis XIII est un très grand militaire, donc il a passé davantage de temps dans les camps et sur les bivouacs que dans ses palais. Et Dieu sait si son règne a été actif sur le plan militaire. En revanche, il est clair que derrière les aventures romancées par Dumas est montré le rôle clé de D'Artagnan, non en tant que mousquetaire, mais en tant que messager, comme c'est le cas dans la fameuse affaire des ferrets de la reine. Tout l'argument des trois mousquetaires paraît complètement alambiqué. L'histoire des amourettes d'Anne d'Autriche avec Buckingham, le cadeau improbable que la reine fait à l'ambassadeur d'Angleterre avec ses fameux ferrets, ces ferrets qui sont amenés en Angleterre, dont un des ferrets est piqué par une espionne pour dénoncer en gros l'inconduite de la reine. En fait, c'est tiré des mémoires de La Rochefoucauld, dans lesquelles Dumas a puisé. Mais l'auteur François de La Rochefoucauld est connu pour attiser les rumeurs et diffuser parfois de fausses informations.
Seul La Rochefoucauld nous raconte cette histoire à laquelle d'ailleurs D'Artagnan n'a absolument pas été mêlé. Peu importe, l'histoire inspire Alexandre Dumas. Il part d'un fait historique. Lors du traité d'Amiens, la reine, se promenant dans les jardins, a rencontré le duc de Buckingham et à un moment, il lui aurait fait des avances. Elle a crié, le duc s'est enfui. Il ne s'est rien passé de scandaleux en réalité entre eux. Certaines personnes de l'élite anglaise sont déterminées à déstabiliser Buckingham en insinuant que c'est un homme qui a des intentions romantiques envers la reine de France. Rumeurs, mensonges, c'est en tout cas l'occasion pour Dumas de récupérer des bribes de faits historiques pour tricoter une histoire palpitante. Dumas n'a fait qu'améliorer un petit peu les choses. On sait que quelqu'un est allé en Angleterre pour aller chercher les fameux ferrets, comme par hasard c'est D'Artagnan. Bref, il a mis un petit peu de liant dans cette histoire pour lui donner du romanesque. D'Artagnan n'a pas pu être impliqué dans l'histoire des ferrets de la reine. Historiquement, c'est impossible pour 2 raisons. L'histoire des ferrets, le roi n'est pas au courant. Ils vont au service de la reine, c'est impossible. Historiquement, c'est impossible. Parce que les mousquetaires sont au service du roi et n'iront que sur une mission commandée par le roi. Dumas va rajeunir très nettement D'Artagnan. Il le fait arriver à Paris dès 1625. Le véritable D'Artagnan, en fait, a une carrière un petit peu plus tardive. Et en gros, le vrai patron de D'Artagnan, c'est Mazarin. Et puis ensuite, c'est Louis XIV. L'histoire des ferrets date de 1625. Impossible pour D'Artagnan d'y avoir participé. En revanche, il sera bien messager royal dans les années 1640. En 1643, Louis XIII meurt, quelques mois après Richelieu. Son fils, Louis XIV, est encore un enfant. Sa mère, Anne d'Autriche, est régente, appuyée par le cardinal Mazarin, le nouveau Premier ministre. Mazarin étant lui-même un ancien collaborateur du cardinal de Richelieu, repéré par le cardinal de Richelieu comme étant un homme très, très habile, très intelligent. C'est un diplomate, en même temps c'est un militaire. Mazarin décide de dissoudre la compagnie des mousquetaires en 1646. Une manière habile de se débarrasser du comte de Tréville dont il se méfie. Comme s'en méfiait Richelieu. Le jeune Louis XIV, qui a 5 ans en 1643, est trop jeune que pour pouvoir donner vraiment une confiance quelconque en Tréville. Mazarin n'a pas confiance en Tréville, et pour cause, puisque Tréville avait fomenté un complot pour assassiner son prédécesseur qui était Premier ministre, donc, enfin principal ministre, Richelieu. Quand la compagnie des mousquetaires a dissout en 1646, contrairement à beaucoup de ses compagnons, D'Artagnan, lui, reste à Paris. Il reste au service du roi, du jeune Louis XIV, de la régente Anne d'Autriche et du nouveau Premier ministre Mazarin. Et en 1646, il est déjà ce que l'on appelle créature de son éminence. C'est alors que la France est traversée par une révolte de grande ampleur, la Fronde. À partir de 1648, les nobles et le peuple vont se soulever contre le pouvoir royal. C'est un mouvement très complexe qui va mettre en branle aussi bien le Parlement de Paris que les grands. C'est un mouvement un peu régressif qui s'accommode mal de la montée de la puissance étatique, s'accommode mal de la montée de la fiscalité en particulier. Mazarin se trouve en grande difficulté face à un début de guerre civile. Le problème, c'est qu'il n'est pas français. Et c'est la raison pour laquelle une grande partie de l'élite française et de la population le déteste. Mazarin apparaît comme une sorte de Richelieu bis, mais qui n'a pas le poids politique et qui n'a pas l'autorité, si vous voulez, d'un Richelieu. Une période où Mazarin doit aider à tout prix Anne d'Autriche à protéger le jeune roi et la monarchie. Certains verront dans cette alliance politique un attachement affectif. Mazarin a des relations visiblement très privilégiées avec la reine, voire, semble-t-il, d'après certains courriers, des relations de tendresse. Que ce soit vrai ou non, cette histoire de relation intime entre Mazarin et Anne, une chose est certaine, c'est qu'ils étaient très très proches et coincés dans une relation de codépendance au niveau politique. Et c'est à ce moment qu'historiquement, le véritable D'Artagnan va participer à la sauvegarde de la monarchie. Donc, c'est une période extrêmement difficile et la reine régente, Anne d'Autriche, va être obligée de se séparer de son Premier ministre, de l'envoyer en exil.
D'Artagnan va servir de messager durant la fronde entre Mazarin et Louis XIV et Anne d'Autriche. En traversant des routes infestées de brigands, mais également d'espions, alors que beaucoup d'autres messagers de Mazarin sont arrêtés, d'Artagnan, jamais. Il échappe à tout. Le roi n'oubliera jamais, et la reine non plus d'ailleurs, la fidélité, le courage, l'habileté de d'Artagnan.